2, 3. Pendant ces 3 secondes où j'ai compté, une galaxie s'est rapprochée de nous à 330 km et est en train de nous foncer dessus à vive allure. L'univers vient de s'étendre de 210 km et 300 étoiles viennent de naître dans l'univers. Chaque seconde, il se passe des phénomènes dans l'univers que nous ne ressentons même pas. Et pourtant, on en fait partie. Installez-vous confortablement et partons dans un voyage intergalactique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire un récap de tous les phénomènes qui se passent dans l'univers chaque seconde. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pas du tout astrophysicien ou autre. L'astronomie pour moi c'est juste une passion. Il se peut que je fasse quelques erreurs dans cette vidéo, d'autant plus que l'univers c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien. Donc les chiffres que je vais donner sont pas forcément fondés et pour la plupart ce sont juste des moyennes. Bien que si on considère que l'univers est infini, la moyenne n'existe pas. Mais déjà ça va nous permettre de faire une petite idée de tous les phénomènes qui se passent dans l'univers chaque seconde. Dans notre univers, 1000 étoiles explosent chaque seconde, libérant plusieurs dizaines de milliards de fois l'énergie produite par le soleil chaque seconde. Bon, les estimations vont entre 1 et 10 000 étoiles qui sont censées exploser chaque seconde. Alors ce chiffre est un petit peu à prendre avec des pincettes. Mais pour qu'une étoile explose, il faut d'abord une étoile très massive, beaucoup plus massive que le soleil. Quand cette étoile en question n'a plus de carburant à brûler, elle se trouve soumise à sa propre gravité et commence à s'effondrer sur elle-même. Et pendant cet effondrement-là, la pression est tellement grande au cœur de cette étoile que les électrons et les protons fusionnent entre eux pour former une étoile à neutrons. Et en même temps, le reste de la matière est libéré par l'étoile de manière très brusque. Toute la matière qui a été accumulée pendant ces millions d'années s'expulse, créant donc une explosion sans pareille et une onde de choc qui se propage dans tout l'univers interstellaire. À la fin, il ne reste donc qu'une toute petite étoile à neutrons, ou alors pire, un trou noir. Après, il y a d'autres cas de figure où une supernova peut se déclencher, mais là on va pas en parler dans cette vidéo. Chaque seconde, la sonde Voyager 1 parcourt 17,1 km, se dirigeant vers l'espace interstellaire. Voyager 1 en fait, c'est une sonde qui a été lancée en 1977 et elle a été envoyée dans le but d'étudier les plus grosses planètes de notre système solaire, c'est-à-dire Jupiter et Saturne. Et après les avoir passées en 1981, c'est-à-dire qu'elles ont mis 3 ans pour les atteindre, la sonde a été réorientée pour passer aux abords d'Uranus et de Neptune. La sonde Voyager 1 a permis de découvrir les lunes de Jupiter et de fournir des images plus détaillées de la grande tache rouge de Jupiter, et elle a aussi étudié l'atmosphère de Saturne. Bref, tout plein de choses qui nous auront été utiles, et aujourd'hui la sonde se trouve hors de notre système solaire à 22 milliards de kilomètres de la Terre. D'ailleurs, petite pause, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, surtout qu'on augmente vachement en ce moment et surtout sur TikTok. Donc pour ça, merci beaucoup et bienvenue du coup à ceux qui rejoignent la communauté. Chaque seconde, notre univers s'étend de 70 km par mégaparsec. En fait, c'est très simple. Enfin, façon de parler. Prenons un type d'étoile qu'on appelle les céphéides. C'est en fait une étoile variable qui varie donc en luminosité. En fait, elle fait comme des pulsations. Donc c'est majoritairement des étoiles qui sont très lumineuses, et d'ailleurs plus elles le sont, plus leur pulsation, donc leur variation de luminosité, est lente. Et quand je dis lente, ça peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines. Depuis la Terre, les astronomes vont observer la variation d'une céphéide située dans une galaxie très très lointaine. On calcule sa distance en fait en déterminant d'abord sa magnitude absolue. Et là le but va être d'obtenir sa distance. Alors vous le savez, plus une étoile est lointaine, moins elle sera lumineuse pour nous. Si le soleil par exemple il était à 5 années-lumière d'ici, je pense qu'on serait beaucoup moins éclairé. Mais du coup, comme je le disais, les céphéides, qui sont donc un type d'étoile, ça pulse. Leur vitesse de pulsation nous permet donc de catégoriser en quelque sorte leur luminosité, c'est-à-dire que si elle pulse à une certaine vitesse, si c'est rapide ou au contraire si c'est lent, on va connaître sa luminosité réelle. On compare donc cette luminosité qui s'appelle la magnitude absolue avec la luminosité que nous on voit depuis la Terre. C'est ça qu'on appelle la magnitude apparente. On compare ces deux luminosités-là et après plusieurs calculs, on obtient une distance. Et étant donné qu'on a analysé une céphéide qui se trouve dans une autre galaxie, et bah on sait à peu près à quelle distance se trouve cette galaxie de nous. Après on utilise ce qu'on appelle la loi de Hubble qui nous permet de déterminer grâce à la distance la vitesse à laquelle cette galaxie s'éloigne de nous. Ça correspond donc à la vitesse d'expansion de l'univers. Et donc on sait maintenant que l'univers s'étend de 70 km par seconde par mégaparsec. Alors en fait un mégaparsec c'est une distance qui correspond à 3,26 millions
d'années-lumière. Bon, en gros, s'il y a une galaxie qui se trouve à 3,26 millions d'années-lumière de la Terre, elle s'étend à 70 km par seconde. Mais par contre, s'il y a une galaxie qui se trouve au double de cette distance-là, c'est-à-dire à 4,52 millions d'années-lumière de la Terre, et bah du coup, ce sera 70 km par seconde, mais x2, c'est-à-dire 140 km par seconde. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que plus un objet est éloigné de nous, plus il s'éloigne rapidement. Chaque seconde, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée se rapprochent de 111 km, les amenant donc à fusionner dans 4 milliards d'années. Et en fait, Andromède, c'est une galaxie voisine de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Elle est aujourd'hui située à 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Et ce qui est fou, c'est que quand la galaxie d'Andromède se rapprochera encore plus de la Terre, ça pourrait bien être l'objet céleste le plus brillant de notre ciel nocturne et serait donc totalement visible à l'œil nu. Bon, nous on sera plus là pour voir cette collision arriver, d'autant plus que notre soleil arrivera à la fin de sa vie, donc l'être humain aurait peut-être déjà disparu. Mais il faut savoir que cette collision-là ne devrait pas trop perturber notre système solaire, si on prenait en compte que notre soleil sera toujours là, même si on sait qu'il sera déjà mort. En fait, les distances entre les étoiles dans la galaxie d'Andromède et même dans la nôtre sont très grandes. Donc la probabilité que pendant cette collision, des étoiles entrent en collision est très faible. Mais par contre, notre système solaire pourrait bien se retrouver dans un tout autre endroit de la galaxie. La collision entre ces deux galaxies va prendre plusieurs milliards d'années avant de former une nouvelle galaxie qui sera sans doute elliptique et beaucoup plus grande. Mais il faut savoir que c'est pas la première fois que notre galaxie entre en collision avec d'autres galaxies. Parce que apparemment, on aurait retrouvé des éléments prouvant que la Voie lactée aurait subi 2 collisions auparavant avec 2 autres galaxies. Il y a 10 milliards d'années, quand notre galaxie, la Voie lactée, était encore toute jeune, elle est entrée en collision avec Gaia Encelad, qui est du coup une autre galaxie. Et 4 milliards d'années plus tard, nous sommes de nouveau entrés en collision avec une autre galaxie appelée le Sagittaire. Chaque seconde, il y a 100 étoiles qui naissent dans notre univers. Alors faut savoir que les étoiles naissent dans ce qu'on appelle des nébuleuses. C'est des immenses nuages de poussière et de gaz, et quand ce nuage est très froid et très dense, toute cette quantité de matière vont s'attirer entre elles. Et grâce à la gravité, le nuage va s'effondrer sur lui-même, la pression qui augmente va faire augmenter la température et former ce qu'on appelle un noyau protostellaire au cœur de ce nuage de gaz. Ce noyau en rotation va attirer encore plus de matière, faisant augmenter sa température et sa pression, et quand le noyau sera assez chaud, la fusion nucléaire va commencer. L'hydrogène commence à fusionner et on a ainsi une étoile qui est officiellement née. Alors faut savoir que quand on dit que 100 étoiles naissent chaque seconde, c'est pas un chiffre qui est totalement certain, d'autant plus qu'on sait pas jusqu'à où vraiment s'étend notre univers, alors c'est vraiment un chiffre à prendre avec des pincettes. Et chaque seconde, c'est 4 millions de tonnes d'hydrogène qui sont convertis en rayonnement dans notre étoile. En fait, le cœur de notre soleil est composé à 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. C'est donc ça qu'on appelle la fusion nucléaire. Cette fusion se fait sous des conditions extrêmes de pression et de température, et l'énergie qui est libérée sous forme de rayonnement s'appelle des photons. Et ces photons-là, ils font tout un parcours pour atteindre la surface de l'étoile pour finalement libérer son rayonnement. C'est ça qui fait en fait que notre soleil est illuminé. Bon, évidemment tout ça c'est simplifié parce que la fusion nucléaire c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km dans toutes les directions. La lumière, c'est en fait des particules de photons qui sont considérées comme des particules qui n'ont pas de masse. Mais par contre, ils possèdent une énergie et une quantité de mouvement leur permettant d'interagir avec la matière. Preuve qu'elle interagit avec la matière, la lumière peut être bien reflétée et être aussi absorbée. Et selon Einstein, rien ne pourrait aller plus vite que la lumière. Mais il y a quand même des phénomènes qui montreraient que la lumière n'est pas la vitesse la plus rapide de l'univers. Il y a par exemple l'écho gravitationnel ou encore des expériences qui ont démontré que des particules subatomiques pourraient se déplacer plus vite que la lumière. Mais bref, là on rentre dans un terrain qui est beaucoup plus complexe. Chaque seconde aussi, la Lune parcourt 1 km en orbite autour de la Terre, parce que sa vitesse elle est de 3680 km/h. Mais du coup ça en vient à une question, pourquoi la Lune est en orbite autour de la Terre? La Lune en fait est en orbite autour de la Terre depuis la nuit des temps. Et on dit souvent même qu'elle est en chute libre autour de la Terre. C'est-à-dire en fait qu'elle tombe sur la Terre. Mais la vitesse qu'elle a permet de ne jamais percuter la Terre. Alors qu'elle est située à 384 000 km en moyenne de notre planète. Mais du coup, pourquoi elle existe? En fait, par le passé, selon des théories, un astéroïde aussi gros que Mars aurait percuté la Terre. Et donc ainsi ça aurait projeté énormément de matière autour de la Terre, et toute cette matière se serait attirée entre elles pour former
la Lune. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que vous voulez que je fasse des excursions nocturnes sur cette chaîne ou sur TikTok? Si vous en voulez plus, je vous conseille cette vidéo-là où en fait j'ai fait un récap des planètes potentiellement habitables. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage.